Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. On essaie une nouvelle formule aujourd'hui. J'ai une invitée, Isabelle Bombardier, bonjour. Bonjour Stéphane. Tu vas bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien, puis encore plus parce que t'es là, parce que là, j'ai dit, on va avoir une actrice du milieu, quelqu'un qui réside dans le territoire. T'es une résidente de Nicolette. Je suis une résidente de Nicolette, je suis native d'ici, donc quand même, implantée. Et tu fais un travail qui t'amène à être en contact avec beaucoup de gens. Tu es directrice générale du Centre d'action bénévole de Nicolette. Exactement, depuis 5 ans maintenant. Et donc, c'est ça. Fait qu'on va aborder des sujets d'actualité qui concernent tant la MRC de Bécancour puis la MRC de Nicolet-Yamaska. Puis, ensemble, on va commenter ça. Ça va me faire plaisir. Comme si on était au hockey. Pareil, mais là, pareil. c'est pas le hockey, c'est la vie. La vie en société. Première chose que je veux vous parler, Hélène Latraverse, qui est directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à la municipalité de Saint-François-du-Lac, qui a célébré ses 20 ans d'ancienneté. Wow. Et la municipalité, Pascal Théroux, le maire, a fait une déclaration que je vais lire. C'est un grand privilège pour nous de travailler à vos côtés, Madame Latraverse, et tous, membres du conseil et employés de la municipalité, se joignent à moi pour vous témoigner de notre grande reconnaissance envers vous et profitons également de l'occasion pour vous remercier de donner le meilleur de vous-même chaque jour. Félicitations pour vos 20 ans et sachez que nous nous réjouissons de tous célébrer avec vous les prochaines années à venir. Donc, c'est quand même exceptionnel. 20 ans, c'est vraiment bien. Bravo, Madame Latraverse. Oui, et ça nous amène à parler parce que, oui, on a des ordres de gouvernement municipaux, oui, mais on a des organismes communautaires. Là, je vais te poser une question dont je présume la réponse un petit peu. Tu sais, des 20 ans d'ancienneté dans le domaine communautaire, dans le même organisme, ça doit être plutôt rare. Bien, c'est encore drôle, Stéphane. Chez moi, au Centre d'action bénévole, Nathalie qui travaille avec nous depuis 20 ans. 20 ans qu'elle est là. Nathalie qui? Nathalie Young. Bien, on la félicite à lui aussi. Bravo, Nathalie. On est content qu'elle soit là. Son expertise nous aide à tous les jours. Elle détient le bagage de l'organisme. C'est incroyable. Parce qu'il y a tu sais, on peut dire, je vais appeler ça les raccoins d'un organisme. Oui. C'est pas péjoratif, non, mais tu sais, la porte une telle, puis la clé une telle, puis le dossier est classé où, bon, tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé, quand, pourquoi, comment, quelle décision a été prise à tel moment, puis pourquoi on a pris cette décision-là. C'est important. Pour moi, comme directrice, j'arrive, j'ai des idées, mais elle a l'historique. C'est parfait. Parfait. Mais il reste qu'on est chanceux chez vous, mais on peut dire, puis on connaît beaucoup de gens d'organismes communautaires, c'est plutôt rare que les gens vont rester très longtemps au même organisme. Exactement. Bien, en fait, je dirais qu'il y a 2 classes. Il y a ceux qui sont là à vie, pratiquement, et il y a ceux qui sont de passage pour se faire de l'expérience, pour acquérir des compétences, par la suite continuent leur développement ailleurs. C'est sûr qu'on ne se cachera pas, le réseau de la santé vient nous en chercher quelques-uns. Nous, on embauche beaucoup des nouveaux étudiants qui sortent. On leur donne une belle expérience, puis après ça, bien, le réseau de la santé vient nous les shipper. Bon, mais puis pourquoi ça arrive? Pourquoi c'est qu'on n'est pas capable? Conditions salariales. Dénonçons-le. Exactement. On n'est pas capable d'offrir des fonds de pension, des congés, des assurances et le salaire aussi. C'est le salaire, beaucoup. Okay. On voit aussi la tendance inverse. Les gens quittent, vont dans le réseau de la santé, après quelques années, reviennent vers le communautaire. Bon, la maison est payée, on est un petit peu plus stable, un peu moins besoin d'avoir un salaire à tout casser. On a envie d'avoir aussi une qualité de vie parce que le communautaire, c'est ce que ça apporte. C'est la qualité de vie, c'est d'être près des gens. Plus de liberté, c'est moins contraignant que le service public. Exactement, c'est moins une petite boîte. Tu sais, dans le communautaire, on fait toujours la même blague, là. On est toute autre tâche connexe. On est bon dans le communautaire. Parce qu'Isabelle, puis moi aussi, pour avoir travaillé dans un organisme communautaire, dans des organismes, tu as sûrement déjà fait le ménage au câble. Ah oui! puis ça fait, tu sais, si tu arrives là, moi, je ferais pas ça. J'ai été à l'université, c'est pas vrai. Puis c'est très noble d'être concierge dans la vie. Quand il arrive quelque chose, on se retrousse les manches et on y va. J'ai mopé des dégâts d'eau, j'ai été de veille les week-ends parce que justement, il y avait la nappe phréatique qui montait dans le sous-sol. Donc, on se relayait pour aller passer la shop-vac. On en fait plein de tâches comme ça dans le milieu communautaire, puis c'est correct. On peut-tu espérer un jour, puis là, on a, en tout cas, moi, comme citoyen, comme quelqu'un qui regarde l'actualité, il me semble qu'il y a eu des investissements publics pour dire aux organismes augmenter le salaire de votre monde. C'est-tu moins pire que c'était? Non. Non. Surtout pas en ce moment.
En ce moment, on s'entend, là, on a une pénurie de personnel dans tous les domaines et le milieu communautaire n'y fait pas exception. Donc non, c'est pas moins pire. Je dirais que ça s'aggrave en ce moment. Oui, il y a eu quelques investissements, mais on ne se le cachera pas, là, donner 5 000 $ à un organisme communautaire, on ne va pas faire des grosses hausses salariales avec ça. On va maintenir, on n'est même pas capable d'accoter l'IPC, on n'est pas capable d'avoir l'indice de prix à la consommation. Exactement. On ne suit pas. Dans le fond, quelqu'un qui travaille chez vous d'une année à l'autre gagne moins cher. Bien, exactement. Parce que l'inflation monte. Exactement. Donc, c'est pas encourageant pour l'employé qui commence puis qui se dit « Ouais, moi, je veux faire ma vie puis je veux réussir à payer mes choses. » On travaille tous et toutes pour ça. À un moment donné, donc, faut on manger, veut avoir une maison, avoir une Ben voiture, il faut manger, puis on sait que tout augmente en ce moment. Oui. Donc, oui, il y a eu quelques investissements. Est-ce que c'est la hauteur dont on a besoin? Pas du tout. Fait que toi, si tu avais un message à lancer aux autorités, ça serait de... Financer le communautaire, c'est urgent. C'était mon adresse à la nation. Parce que là, juste pour vous mettre en contexte, Raphaël, lors de la préparation, il dit tout le temps aux invités, si vous avez quelque chose à dire directement à la caméra, sa caméra, c'est celle-là. Puis Isabelle, elle nous disait, non, moi, je ne ferais pas ça, mais là, tu l'as fait, c'est bien correct. Quand c'est important de passer un message comme ça, je peux le faire. Parce que puis, tu sais, c'est une question aussi de garder son monde, oui. De reconnaître ce qu'ils font aussi. Exactement. Le travail est important. Gros travail qui se fait dans les organismes communautaires, de reconnaître ce qu'on fait, de reconnaître les gens qu'on aide aussi, parce que si on n'est pas là pour les aider, ces gens-là vont aller où? Ils vont se retrouver où? Nous, on est là chaque matin pour aider des gens. L'an dernier, le Centre d'action bénévole a aidé plus de 1000 personnes différentes pour le territoire qu'on dessert. Par jour différents. C'est beaucoup de personnes. Et ça, c'est moi. On est 25 organismes autour, là, de 25 dans la MRC Nicolet-Yamaska, qui desservent des populations différentes. Moi, beaucoup les aînés, la lutte à la pauvreté, mais il y a des organismes communautaires, on le sait, en santé mentale, les femmes victimes de violences, de l'aide alimentaire aussi, qui est super important sur le territoire. Mais on aide beaucoup de gens sur notre territoire, puis c'est important de nous aider à aider. C'est comme ça qu'on le dit. Et justement, on y était entré, mais là, on ne se fera pas de cachette, on va y entrer très directement. Il y a des élections au Québec en ce moment. Il y a des gens comme toi qui sont sur le terrain, des organismes communautaires. Oui. Je veux t'amener sur un premier sujet. Il y avait M. Carman qui était présent à la coopérative de santé Jounard-Chauvin. Ça, c'est à Pierreville. À Pierreville, exactement. Les nouveaux locaux. Ils ont rénové les locaux, fait du beau travail. Il y a des dévoués. Oui. T'en as chez vous, mais il y en a là-bas aussi. Oui, le réseau de la santé est incroyable. Et entre autres, l'équipe médicale là-bas demandait l'ajout d'une infirmière praticienne en santé mentale. Et le ministre qui était là s'est montré favorable à l'idée et M. Martel, le député sortant, a dit qu'il accompagnerait le groupe de médecine familiale dans cette demande-là. Pourquoi je te parle de ça? Santé mentale. Santé mentale. Sais-tu, toi, tu es DG du Centre d'action bénévole depuis combien d'années? 5 ans. 5 ans. Est-ce qu'avant ça, tu as travaillé dans le milieu communautaire? Moi, j'étais agente de développement dans un regroupement d'organismes communautaires, donc une corporation de développement communautaire. J'ai travaillé justement avec une vingtaine d'organismes du territoire Nicolet-Yamaska, dont certains qui sont dévoués au niveau de la santé mentale. Par contre, je vais être franche, tous les organismes touchent un peu ce qui peut avoir sens à la santé mentale parce que, moi, les aînés qu'on accompagne, on se le dit souvent, hein, tout le monde a ça, une santé mentale. On s'entend que ça touche tout humain, là. Oui. Donc, quand on aide un aîné pour le maintien à domicile, pour lui faire de l'accompagnement de transport, pour la popote roulante, mais on peut aussi accompagner sa santé mentale, briser son isolement, l'aider à créer des liens, se sentir moins seul. Et moi, j'ai des bénévoles là, qui, à tous les matins, 365 jours par année, appellent des personnes âgées pour savoir comment ça va. Êtes-vous correct ce matin? Avez-vous pris vos médicaments? Mais cet aîné-là, c'est peut-être la seule personne à qui il va parler dans la journée. Donc, c'est sûr que pour la santé mentale, ça fait une différence. Mais dans ton expérience, est-ce que tu as vu une augmentation, depuis que tu es au CAB, avant, est-ce que c'est quelque chose qui est plus présent dans la vie des organismes communautaires, des gens qui vivent des problématiques? Les problématiques de santé mentale, c'est évident qu'ils sont de plus en plus présents. Fait que la demande du GMF pourrait être formulée par tous les organismes. Exactement. Et pas désincarnée. Non, vraiment pas. Le besoin qu'ils ont est là. Il y a toujours quelque chose qui rôde autour de nous encore en ce moment. La pandémie a donné un grand coup au niveau de la santé mentale d'à peu près tout le monde. Les aînés, oui, parce qu'ils se sont retrouvés isolés. Monsieur, madame, tout le monde, à cause du
stress et tout ça. Fait que oui, c'est important d'investir en santé mentale, puis c'est important de supporter les gens qui travaillent avec ces gens-là, que ce soit en santé ou au niveau des organismes communautaires. Mais de le voir comme une globalité. Puis, tu sais, moi, je vais me permettre une petite opinion là-dessus. Ben, pas une petite. Tu sais, dans la gestion de la pandémie, tu sais, moi, je suis pas sûr, je n'étais pas d'accord nécessairement avec tout ce qui a été fait, mais moi, je trouvais il manquait parfois dans la dimension globale de la santé. Oui, on ne veut pas propager le virus, mais en même temps, en ne voulant pas propager le virus... On a isolé des gens énormément. Puis la santé, oui, tu ne le pognais pas, mais si tu te renfermes chez vous, puis tu développes de l'anxiété, puis etc. Voilà. Je trouvais qu'il manquait de psychiatres à la télévision. Il manquait de psychiatres. Il en manque sur le terrain aussi, je vais te dire, Stéphane, là, des parce qu'on psychologues et des psychiatres. On avait des infectiologues, on en avait, mais je trouvais qu'il manquait des fois des spécialistes de la santé mentale. Mais on est souvent fait comme ça, Stéphane, je pense que tu vas être d'accord avec moi. On agit beaucoup sur ce qui est visible, ce qui est tangible. La santé physique, c'est tangible. J'ai mal je me suis coupé une jambe, il y a une jambe de couper. La santé mentale, c'est beaucoup plus friable, c'est moins exactement. On peut moins mettre le doigt sur le bobo pour ne pas faire un jeu de mots. Puis la pandémie, bien, on a traité ce qui était visible, c'est-à-dire la maladie en tant que telle, qui est la COVID. Mais on a un petit peu laissé de côté, oui, le restant des aspects. On s'aperçoit beaucoup depuis quelques années que l'humain est un animal très, très sociable et a besoin de ça pour vivre. Oui, puis on le voit, puis c'est ça. Puis dans le fait de se côtoyer, puis tu me l'as-tu dit en direct ou en préparation? Je pense que en préparation, tu as dit pendant la pandémie, moi, j'ai fait juste du présentiel. Oui. J'ai jamais été en télétravail. Jamais, pas une journée. Parce que toi, tu étais en contact avec le monde? Bien, c'est parce qu'on était sur le terrain. Mes bénévoles étaient sur le terrain. Mes bénévoles allaient accompagner des gens encore. Il y avait encore des rendez-vous quand même médicaux avec des médecins. Donc, mon bénévole, exactement, allait à l'hôpital avec son masque, un bout de temps, des gants, un plastique dans la voiture pour séparer l'avant, l'arrière, se désinfecter les mains. Et là, moi, je dis, il est direct sur le terrain. Il s'en va à l'hôpital. Là. On s'entend, on n'était pas friands de vouloir aller à l'hôpital. On ne l'est toujours pas, mais... Moi, j'aurais été chez moi, là, assis dans mon bureau à la maison, à dire non, je ne sors pas de chez moi, il faut que je me protège, puis mes bénévoles sont sur le terrain. Bien non, c'est pas possible. On travaille avec ces gens-là, il faut être... Oui, il faut les garder de l'humanité. Bien, il faut garder le contact avec eux, il faut être là. Mais y a-t-il une perte de bénévoles? Parce que, on disait, tes gens qui font pas du covoiturage, mais qui amènent des gens à des l'accompagnement de transport. C'est souvent des retraités. Oui. Donc là, on disait aux retraités, aux gens de 60, 70 ans, vous êtes plus à risque, faites attention encore plus. Tu viens de tout comprendre. Okay. Nous, en avril 2020, on a perdu 90 de nos bénévoles parce que la majorité avait 70 ans et plus. Donc, on disait, il faut rester à la maison. Et je n'avais pas le droit de requérir à leur service. C'est pas juste, il faut. C'est, vous ne sortez plus. Oui, c'est vrai. J'avais un bénévole, là, je me rappelle, il avait 69 et 9 mois. Là. Il était sur le bord d'avoir 60. Et là, il me disait, non, envoie-moi pas chez moi, il ne faut pas que je m'en aille chez... Je veux rester sur le terrain, je veux travailler. On a été capable de le garder parce que, par la suite, la restriction a été levée. Mais ça faisait de la peine à mes bénévoles quand je les appelais pour dire, je m'excuse, vous avez un peu plus que 70 ans. Là. Ça me permet de... Tu me fais une pause à la palette. T'aimes ça, le hockey, toi? Ça de temps en temps. Dans les séries. Dans les séries, tu me fais une pause à la palette. C'est-tu une problématique qu'on rencontre, ça, le manque de renouvellement des effectifs bénévoles? Des bénévoles, c'est incroyable en ce moment. La pandémie a fait en sorte que plusieurs de mes bénévoles ont cessé parce que j'avais pas le choix, mais il y en a beaucoup là-dedans qui sont pas revenus. Okay. Donc, ils n'ont pas repris le service. On a essayé de recruter, mais c'est difficile. On en a. On est allé en rechercher plusieurs. Le service qui est très populaire au niveau des bénévoles, c'est la livraison de popotes roulantes. Parce que c'est à un moment précis dans la semaine, c'est le mercredi matin, de 8h30 à 10h30, on sait que c'est fait. Bien que tu sois retraité, ça se peut que tu aies une vie sociale, c'est bien correct. De plus en plus, on le sait, oui, puis c'est correct. Exact. Puis les petits-enfants, on veut s'occuper des petits-enfants, puis on veut jardiner, puis on a des patients, puis c'est parfait. Puis tu le rentres dans ton horaire. Exactement, c'est déjà, c'est réglé. Accompagner des gens, des rendez-vous médicaux. On ne sait pas c'est quand, on ne sait pas où on va aller. Donc, nous, on doit appeler plusieurs bénévoles avant d'en trouver un disponible pour accompagner la personne à son rendez-vous médical. Ça prend des gens qui ont une ouverture à l'autre parce que parfois, c'est des gros trajets, là, c'est des trajets jusqu'à Montréal.
Parfois, c'est jusqu'à Trois-Rivières ou à Nicolet. Mais il faut avoir l'ouverture d'être assis avec quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup dans notre voiture et discuter, prendre soin. Parce que l'accompagnement de transport, il y a une notion d'accompagnement. C'est pas juste un taxi, là, en bon guillemets, c'est de l'accompagnement. C'est une occasion pour socialiser, de créer des liens. Peut-être détecter aussi des Voilà. problèmes. On disait santé mentale, briser l'isolement. Donc, parce ça que reste dans tout ça. c'est triste, mais j'ai déjà eu une très bonne discussion avec ton collègue Alexandre Ayotte. Oui, c'est bien oui. ça. Tu sais, ça existe de la violence envers les personnes âgées, les enfants. Moi, je trouve ça particulièrement triste qu'ils vont abuser de leurs parents. Fait que ça, cette occasion-là de proximité, c'est un peu confessionnal, un auto, ça peut être ça. Voilà, donc, exactement. Il faut se confier des choses. Fait que ça prend des gens qui ont une belle ouverture à l'autre, qui sont patients, qui sont dévoués, disponibles. On en a un, entre autres, qui est là depuis 25 ans, qui est bénévole chez nous, qui fait de l'accompagnement transport depuis 25 ans, donc c'est incroyable. Mais c'est ça, j'ai perdu quelques-uns de mes bénévoles qui ne sont pas revenus. Puis présentement, ce qu'on voit, c'est un autre phénomène, pénurie de main-d'œuvre. On appelle qui en ce moment? On appelle les retraités. Hey, venez faire des heures chez nous, on va vous donner le temps que vous voulez, les heures que vous voulez. Bien, des emplois rémunérés. Mais oui! Fait que là, moi, ça m'enlève aussi oui. des bénévoles, donc... Puis dans le soutien qu'on leur demande, d'accompagnement de rendez-vous médicaux, il y a une proximité de services de santé qui n'est plus nécessairement là. Aller un rendez-vous, un spécialiste, ça se fait plus nécessairement à Nicolette. Exactement. Très peu. Ça se fait de moins en moins à Drummond ou à Trois-Rivières. Fait que là, on va a vers Montréal et Québec, et ce n'est pas rare qu'on doit aller vers Montréal ou Québec. Donc, toi, tu as des bénévoles. Ben, en tout cas, quand tu as trop, j'espère que tu es trop. Une dizaine en ce moment. Tu en trouves qui vont, exemple, aller chercher Madame une telle chez elle, vont aller le porter à l'Institut de cardiologie de Montréal, passent la journée avec elle et la ramènent. Exactement. Ça doit être dur à trouver des gens qui ont une journée. J'en ai quelques-uns qui acceptent de faire des grandes distances. C'est pas tous. J'ai des bénévoles qui c'est très spécifique. Moi, je fais que du Nicolet. Donc, des petits rendez-vous, prise de sang, rendez-vous de médecin de famille. J'en ai qui font Trois-Rivières, Drummond, Sorel. Là, ils se promènent un peu. Puis j'en ai quelques-uns, peut-être 3 ou 4 qui font du longue route Montréal-Québec. Sherbrooke, ça arrive aussi. Fait que quand on parle, tu sais, comme quoi la politique, les décisions de nos élus ont de l'impact très concret. Tu sais, exemple, qu'on ait moins de services offerts à l'hôpital de Nicolet, qu'on ait fermé, ben là, c'est moins ton... c'est pas ton territoire, mais la question d'urgence de Fortierville... Ça va faire une différence quand même. C'est que toi, ça a de l'incidence. Toujours. Fait que ça augmente ta demande pour des bénévoles qui vont faire des longues distances. Oui, mon bénévole, quand moi je suis arrivée au Centre d'action bénévole, on venait de couper les services de proximité à Nicolet. J'avais des bénévoles qui faisaient parfois 3 transports dans la même journée parce que le cardiologue est à Nicolet. Bon, Mme Tremblay, elle a son rendez-vous à 10 h. Tu sais, M. Lemire, il va à 1h30, puis M. Allaire, il va à 3h30. Mon bénévole peut aller faire les 3 transports. C'est pas long. Amène la personne à l'hôpital, reste avec elle, la ramène à la maison. Quelques coins de rue, on prend l'autre utilisateur de service, puis on repart. Mais là, c'est plus le cas. Là, il peut faire un transport par jour, des fois 2, mais c'est rare parce que les horaires s'entrecoupent. Donc, oui, ça complexifie beaucoup notre service d'accompagnement transport et ça augmente les coûts pour les utilisateurs. Parce que moi, le transport, je dois rémunérer l'essence de mon bénévole, qui est rémunéré, on s'entend. C'est 50 sous du kilomètre. Le prix du gaz, cette année, a fait une grosse différence. On a dû augmenter les... C'est pas, en passant, c'est pas payant à faire du Non, transport. pas du tout. En fait, nous, on a une grille par la Fédération des centres d'action bénévoles. On fait vraiment une analyse selon la grandeur de la voiture. On a fait une moyenne. Ça paye 100 % de l'essence, 50 % des dépenses d'entretien. Donc, changement de pneus. Tu sais, quand on roule beaucoup, le changement d'huile arrive rapidement. Donc, on a déterminé en conseil d'administration que c'était 50 sous du kilomètre. Et c'est la personne qui utilise le service qui doit défrayer ce prix-là. Fait que là, t'es pas super bon. Ben, j'ai été bon en mathématiques, mais moi, quand on a commencé à multiplier et additionner des lettres, là, ils m'ont perdu. Oui. Mais je suis encore capable de faire une règle de 3. Là, tu me parles d'utilisation, paiement par l'utilisateur, puis c'est correct. Mais là, on parle d'aller à Montréal, 50 sous du kilomètre. On parle d'un 150 $ un aller-retour pour un rendez-vous en cardiologie, là. Et quand on pense que les personnes aînées, c'est pas toutes des pensionnés de l'État, d'Hydro-Québec puis de la Sûreté du Québec. Là, surtout pas ceux qui utilisent nos services, on va être franc. Oui, c'est ouvert à tous. Quelqu'un qui n'a juste pas de voiture ou qui a peur de prendre sa voiture pour aller à un rendez-vous médical peut faire affaire avec nous, ou il est nerveux ou quoi que ce soit.
mais on a beaucoup d'aînés qui sont à faible revenu, qui font affaire avec nous. Puis en moyenne, c'est quoi? Mettons, il y a des gens qui disposent à la retraite de quoi? 20 Bien, en fait, 000 cette semaine, on a eu une rencontre à Trois-Rivières de la coalition de dignité aînée en lien avec les élections. Puis on a parlé justement de ça. C'est un aîné sur 3 qui fait 20 000 et moins par année. Alors que le seuil de revenu, c'est pas minimum, c'est un seuil de revenu convenable, c'est 28 000 Fait qu'on est bien en bas. On est bien en deçà de ce que ça Et la prend. ponction que représente 150 $, elle est énorme. Ça fait-tu en sorte qu'il y a des gens qui disent « Moi, j'irai pas à mon rendez-vous? » Moi, je suis certaine que ça arrive. On a de l'aide parfois. On peut aider quelqu'un qui, momentanément, ne pourrait pas défrayer son transport. M. Martel nous a aidés aussi là-dessus, ça, je dois le remercier. Il nous a aidés cette année là-dessus. Il est sensible à cette cause-là. Mais on le sait que le transport, là, c'est en globalité la problématique. Là, on parle de soins de santé parce que nous, c'est ce qu'on offre comme service. Mais l'aîné qui doit aussi payer pour aller faire son épicerie parce qu'il n'y en a pas dans sa municipalité puis qui doit prendre un taxi ou faire livrer. L'aîné qui doit débourser beaucoup plus cher qu'avant, justement, pour son panier d'épicerie. S'il a le choix entre s'acheter de la nourriture ou aller à son rendez-vous de suivi en cardiologie à Montréal, ça se peut que le rendez-vous de suivi en cardiologie prenne le bord. On pourrait juger, mais dans les priorités, c'est de manger. Mais c'est de manger puis d'avoir un toit. Mais ça peut avoir des incidences, aggravation d'un état de santé, des effets petit à dominos. petit. Des gens qui ne se font pas suivis pour des cas graves. Donc, Tu me parles, je veux t'amener sur un sujet. Il y a eu une sortie publique de la table des MRC du Centre du Québec, les élus, là, dans le fond, qui sont sortis, entre autres, Geneviève Dubois, qui était de l'annonce, et évidemment, quand les campagnes électorales, différents organismes, sûrement que les centres d'action bénévole vont faire une sortie pendant la campagne. On le fait beaucoup en globalité. Tous les groupes en santé et services Ouais. sociaux, là, on est très solidaires dans tout ça parce que oui, les centres d'action bénévole, on était un peu, bon, à mon sens, en même temps, c'est ma chasse gardée à moi. On était un peu oubliés avec les annonces budgétaires des dernières semaines, mois. On était présents. Et puis là, on a oublié qu'on existait un petit peu. Mais ça, c'est ma chasse gardée à moi. Bien, ça te doit dire. Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que je suis d'un centre d'action bénévole. Parce qu'on a eu de l'argent pour la santé mentale. En santé mentale, pour les femmes victimes de violences, pour l'hébergement jeunesse. C'est des causes merveilleuses. Là. Le travail qui se fait dans ces organismes-là est incroyable. Toi, tu ne veux pas en enlever eux autres? Je ne pense pas qu'une cause est plus importante qu'une autre. On aide des gens tout simplement. Je pense juste que les centres d'action bénévole ont été oubliés. Il y a une nouvelle enveloppe budgétaire qui a été annoncée pour les 5 prochaines années et on ne fait pas partie des priorités du tout, alors qu'on parle souvent du maintien à domicile, des aînés, mais non, on va passer par les maisons des aînés, par les organismes, les coops de solidarité, des choses comme ça. Vous êtes comme les ouvriers de l'action communautaire. Puis de l'action bénévole, en tout cas, ça, c'est sûr. On est les porteurs. C'est un ouvrier, mais des fois, on oublie la personne qui fait un travail peut-être terrain, effacé. Exactement. Mais c'est parce qu'il n'est pas là. Exactement. Mais je pense que tous les organismes en santé et services sociaux devraient avoir une hausse significative de leur financement, ça c'est certain. Donc, la table a demandé un fonds dédié à l'économie et à la prospérité durable et a demandé de désigner le Centre du Québec comme région pilote pour une couverture cellulaire complète. Oui. Là, je vais faire un rebond là-dessus. Tu me parlais de services, de covoiturage, d'avoir une couverture cellulaire, je pense. C'est aussi une base, là. C'est très important. Mais on a des villages dans notre secteur où il n'y a pas de service de base, je dirais, minimal. Non. Il y a des endroits, il y a des villages au cœur du Québec où tu ne peux pas acheter du lait à pied. À pied. Il n'y a pas de dépanneur, pas d'épicerie, pas de pharmacie, pas de station-service. Et là, tu parles de cellulaire, pas d'Internet. On l'a vu durant la pandémie aussi, comment, tu sais... On parlait de santé mentale. Il y a des gens qui ça les a fait toffer d'être en contact virtuel avec les gens. Tout ce qui était, ça, les câbles, on l'a vu beaucoup, tout ce qui était rendez-vous de vaccin, preuve vaccinale. Si on n'avait pas un cellulaire, c'était compliqué d'avoir sa preuve vaccinale. Si on n'avait pas accès à Internet, c'était compliqué de prendre rendez-vous. Les centres d'action bénévole ont été mis à profit. On a été interpellés par le ministre Dubé en point de presse directement en nous disant « Vous allez nous aider à transporter les gens pour aller vers les vaccins, puis vous allez les aider à prendre leur rendez-vous. » Et nous, on a fait « Oui, tout ça avec 90 % moins de bénévoles, ça va bien aller. » Parce qu'on peut...
On a l'âge qu'on a là. Oui. Moi, j'ai 48 ans. Toi, je suis pas beaucoup plus... 32, 33 Ah, exactement, maximum. exactement. Donc, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on prend un rendez-vous, tu sais, Internet, on le fait. On n'est pas né là-dedans, mais presque. On était à l'école quand c'est arrivé. Là. Exact. Mais, tu sais, les gens de 70, 75, il y a des gens, puis c'est pas parce que c'est des nonos. Non, là, pas du tout. Ils n'ont juste pas... C'est pas facile de comprendre. Ils n'ont pas tous une adresse courriel. Ça prenait une adresse courriel. Quand on n'avait pas le cellulaire, obtenir notre preuve vaccinale pour aller dans les restaurants, on ne pouvait pas l'avoir facilement. Il fallait trouver quelqu'un qui pouvait nous l'imprimer. Les commerces ne pouvaient plus le faire parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, les imprimeurs et tout ça. Il y avait beaucoup trop de monde qui attendait pour ça. Il y en a beaucoup qui sont venus chez nous. On a pris du temps pour ça parce que ça fait partie de ce qu'on est au Centre d'action bénévole, d'aider la personne qui arrive. C'était vital. Exactement. Mais on a pas vu dire, des toi, gens... on t'exclut. Exactement. En plus, t'es vieillissant. On a vu des gens en grande détresse parce que stressés de ne pas pouvoir avoir accès à ça. Et ça, c'est un service. On parle d'Internet cellulaire. Puis là, tu m'amenais sur tout ce qui est autres services de proximité. Un dépanneur. Tu sais, c'est simple pour nous, là, quand on est à Nicolette, de dire j'ai oublié d'acheter mon lait, je vais aller au dépanneur. Là. Mais quelqu'un qui habite dans un désert alimentaire, parce qu'on en a quelques-uns sur le territoire. L'expression est forte. Elle est très forte. Elle est réelle. Elle est très réelle. Puis que ce soit dans la MRC Nicolette que dans la MRC de Bécancour, il y a des déserts alimentaires. La personne, là, il faut qu'elle soit solide pour dire, moi, après, parce que, encore là, je m'en vais vers les aînés, moi, après 70, 75 ans, je reste dans mon village natal. Puis on devrait le souhaiter. Mais oui, c'est ce que qu'on les gens, veut. ceux qui se veulent. Oui. Moi, j'avais une dame, Suzanne, qui était ma gardienne quand j'étais à la garderie, il fait longtemps, mais Suzanne est toujours active. Puis Suzanne, elle me disait, moi, je suis née à Saint-Honor, je veux mourir à Saint-Honor. Puis je suis pas pressé de mourir, mais je veux être capable de faire ma vie. Ben c'est ça, mais si tu n'as pas de service... Mais si tu n'as pas de service, tu risques d'être obligé de Puis là, tu vas aller t'isoler. Bon, c'est beau, les résidences. Pour ceux qui ont les moyens. Pour ceux qui ont les moyens, les belles exactement. résidences à Drummondville. Ben là, oui, des belles on a une à Trois-Rivières, à Nicolet aussi, on en a une très belle. C'est beau. C'est magnifique. Mais c'est beau, mais tu perds... À 20 000 par année, tu ne peux pas payer ça. Et ceux qui ont les moyens, tu perds ta collectivité. Qu'on ait l'argent ou pas, si on quitte notre lieu qu'on est depuis 50, 60 ans, parfois les gens sont nés là, ils n'ont jamais quitté, bien tu perds ce que tu connais, tu perds tes repères, tu perds tes habitudes, c'est difficile, c'est un stress, et là, tu peux avoir l'isolement. Mais ça, je vais te faire une confidence. Moi, j'ai vécu à Québec longtemps, puis une des choses dont je m'ennuyais, c'est d'être reconnu. Pas dans le sens, hey, t'es bon, Stéphane. Hey, tu sais, tu vas à l'épicerie, puis le monde te dit... Salut, comment ça va? Puis, tu sais, moi, je dis, ma vision, c'est que le bonheur, faut pas espérer le bonheur total. Le bonheur, c'est diffus. Exact. C'est dans des petites choses comme ça. Exactement. L'humain a besoin d'être reconnu aussi. Hey, Isabelle, là, moi, là, je vais te dire là, qu'on va continuer ça. Ça on prend une petite plaisir. pause. Parfait. Puis on vient avec un autre épisode. On va continuer ce qu'on fait là. Ça va me faire plaisir. De retour avec Isabelle Bombardier, moi, qui me fait adopter cette formule-là d'amener un acteur de la collectivité qui vient commenter l'actualité. Ça ne sera pas une dernière. Tu pourrais devenir chroniqueuse régulière, même. On peut jaser. C'est intéressant. Évidemment, tu as un job, là. Ben oui, moi, j'ai une Mais job. En passant, on peut dire, tu sais, ben là, qu'elle s'occupe de son centre d'action bénévole, mais comme directrice générale, tu es là pour... assurer la survie de l'organisme. Je porte ma mission, c'est sûr. Ben oui, c'est fait que, tu sais, de revendiquer, ça fait partie de ta job, là? On dit souvent, on peut sortir la fille du centre d'action bénévole, mais pas le centre d'action bénévole de la fille, là. D'après moi, c'est ça, là. Puis comme télévision communautaire, exemple, nous, on est membre d'une fédération québécoise, puis, tu sais, on a des prises de position collectives, puis des fois, on interpelle des ministres, puis c'est ça, la démocratie. Dynamique. Et, je reviens, on parlait avant la pause de nos représentants des élus du Centre du Québec qui ont pris position, entre autres, sur la couverture cellulaire. On parlait de fonds dédiés à l'économie et prospérité durable. On demande la tenue d'un sommet régional sur la santé. Puis moi, je voudrais t'amener à commenter là-dessus. Décentralisation, vieillissement de la population. Là, moi, je veux pas faire mon prophète, là, mais vous allez avoir de plus en plus de travail. Oui. Parce que
Tu sais, moi, j'ai 48 ans, pas nécessairement besoin de transport, normalement, pour... Mais on a des gens je pourrais avoir un handicap. Oui, pour avoir un handicap, pour avoir des Puis il y a limitations. des gens que c'est juste parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés moralement pour un rendez-vous qui est stressant, là. Fait que c'est pas juste les aînés. Oui. Puis, on a un éclatement des familles. Oui. Parce que anciennement, c'était peut-être ma soeur qui serait venue, mon beau-frère. Oui, oui. Puis là, on vit ce qu'on vit là. Mais ça, le vieillissement, tu le vois, là, il y a de plus en plus de demandes de services. Ah, mais oui, on a de plus en plus de demandes de services. La popote roulante, en un mois, je reviens encore à la pandémie, on a passé de 120 plats de popote roulante livrés par semaine à 480 plats en une semaine. En un mois, pardon. Et depuis ce temps, on maintient autour de 350-400 plats par semaine livrés à des aînés. Diminution, mais on n'est pas revenu autour de 2019. Ben non, là. pas du tout. Parce que ça répond à un besoin. Exactement, ça répond à un besoin. On a des demandes d'aide. Bon, on s'occupe aussi, je parle beaucoup des aînés, mais on s'occupe aussi de l'aide à la pauvreté. Donc, Noël du pauvre, ça s'en vient. Là. On va commencer. Mais les demandes d'aide aussi augmentent pour l'aide de Noël. Donc, l'aide pour faire des rapports d'impôts. On aide les gens à faible revenu à faire leur rapport d'impôts. On a de plus en plus d'aide. Et si on augmentait juste un petit peu nos critères, parce que le gouvernement a un petit peu augmenté ses critères de revenu minimum pour recevoir certains services, nous, on a augmenté un peu, mais on n'a pas pu aller jusqu'à la hauteur de ce que le gouvernement avait mis en place. C'est-à-dire qu'avant, les gens devaient gagner moins de 25 000 pour recevoir des services des rapports d'impôts et d'aide de Noël. Nous, on a augmenté ça à 30 000 et moins, mais le gouvernement disait peut-être 35 000 et moins. Si on augmente entre le 30 et le 35 000, on n'y arrivera pas. Là. On ne sera pas capable d'aider tout le monde. Comment on aide de personnes annuellement? Au niveau des rapports je n'ai pas les statistiques avec moi, mais les rapports d'impôts, on parle d'autour de 400 rapports d'impôts qu'on fait, que nos bénévoles font. Parce que et ça, c'est de l'aide technique aussi. Là, des fois, conduire une voiture, exactement. Beaucoup de monde ont des permis de conduire, mais moi, je me sentirais peut-être pas habilité à aider quelqu'un à faire son rapport d'impôt. Moi non plus. Une chance que j'ai des bénévoles incroyables. Oui, on les félicite. Moi, je fais moi-même pas les miens, donc je ne fais pas ceux d'autres personnes. Mais l'aspect de la décentralisation, parce que toi, c'est sur le terrain, des acteurs comme le CIUS, etc. Sais-tu... ma question, es-tu planté ou non? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on se sent proche des bailleurs de fonds, des gens qui peuvent prendre des décisions qui vont impacter ton organisme dans ton cas? Prennent des décisions? Pas vraiment. Okay. Par contre, des acteurs terrain, oui. Okay. Oui, on a une super belle relation avec, entre autres, notre organisatrice communautaire sur le territoire de Montréal, Catherine Carignan. Oui. Donc, super facile d'accès. Elle est hyper dynamique. Elle aime beaucoup nos projets. Elle nous aide et tout ça. Donc, ça, c'est facile d'avoir accès avec elle. Tu parlais d'Alexandre tantôt, qui est travailleur de milieu pour les aînés. Eh bien, il est capable d'avoir accès aux guichets de première ligne, des choses comme ça. Donc, avec les gens qui sont terrain, c'est bien. Mais on s'entend, là... Il y a 24 000 employés maintenant dans le CIUS Mauricie Centre du Québec, donc c'est un peu plus difficile d'aller rejoindre les cadres. On souhaiterait, si on voudrait mettre un souhait, ce serait peut-être que ce soit plus facile au niveau de l'accessibilité. Ben oui, mais tu sais, avant, moi je suis arrivée, le CIUS n'existait pas encore. Oui. Bien, quand on change de structure, ça encore là, ça l'intéresse. Exemple, M. Dubé est sorti, là, il annonce, là, on ne rentre pas dans les détails, là, parce que je ne les ai pas, puis toi non plus d'ailleurs. Mais quand on change de structure... Bien, ça impacte directement. Il y a un bout d'ajustement. Il y a une désorganisation complète. Okay. Là. Il y a une perte de repères, on ne sait plus qui appeler, c'est plus la même personne, elle change de chaise, elle change de titre. Elle couvre un secteur incroyablement grand au lieu de couvrir seulement Nicolet-Bécancour. À l'époque, quand je suis arrivée, moi, c'était encore ce qu'on appelait les RLS, réseau de santé local. La directrice générale, on pouvait l'appeler directement, là. C'était la directrice générale du RLS, là. C'était Mme Gamelin, c'était facile à rejoindre, okay. Elle connaissait le territoire. Mais là, M. Dôme, la nouvelle dame qui prend la direction générale du CIUS. Et c'était des gens décisionnels. Oui, c'était la directrice générale. C'était pas juste des relayeurs. Non, elle avait vraiment la décision. On a une problématique. Exactement. Ça se peut que ce soit non.
Ça se peut, mais on sait à qui parler. Mais ça pouvait être Exactement. Oui, puis ça venait. On sait qui nous dit non. Bien, justement, je parlais de Geneviève Dubois, qui était, je pense, la porte-parole des élus dans ce dossier-là de prise de position, la préfète, qui est mairesse de Nicolet. Je veux te parler d'une publication Facebook qu'elle a fait au moment du déclenchement des élections. Elle dit « Les pancartes sont maintenant installées un peu partout. C'est le début officiel de la campagne électorale. Pendant plus de 30 jours, les candidats et candidates de tous les partis iront à votre rencontre afin de vous proposer une vision pour notre Québec. Merci de votre engagement ainsi que celui de vos bénévoles. Vous méritez définitivement tout notre respect, peu importe votre allégeance. » Oui. Est-ce que tu aurais pu écrire ça, toi? Ah, j'aurais pu écrire ça parce que je me suis moi-même impliquée en politique et je sais tout ce que ça demande. Donc oui, toutes ces femmes et tous ces hommes-là méritent un très grand respect, des grands remerciements. On le sait maintenant, c'est de plus en plus difficile de s'impliquer en politique. Les réseaux sociaux sont durs. On l'a entendu et vu dernièrement. Puis notre passé peut être retracé. Ah, rapidement. Est-ce que tu te présenterais en politique, Stéphane? Ça m'a déjà, j'allais dire tourmenté. Ça m'a déjà questionné, parce que moi, je suis étudiant en sciences politiques. Moi, j'ai fait un bac puis une maîtrise en sciences politiques. J'étais admis au doctorat même. J'étais vraiment passionné. Et moi, j'ai été élevé par des parents qui étaient très militants. Entre autres, mon père qui m'a amené dans des assemblées politiques, des assemblées syndicales, très nationalistes. Oui. Les gens qui me connaissent, ceux qui ont vu mon entrevue avec Michel Morin, moi, j'étais plutôt Parti québécois. J'étais même attaché politique de Michel. Fait que, il y a eu ce questionnement-là, mais en même temps, on a des tempéraments. Oui. Et moi, tu sais ça, là, tu parles de médias sociaux, oui. La critique, puis tout ça. C'est épeurant. Ça pas fait sûr, peur. Oui, je suis pas sûr que je dealerais bien avec ça. J'aurais de la difficulté, moi aussi. Mais la vision, moi, j'ai de la politique. Tu sais, exemple, l'effort que j'ai mis à créer une télé communautaire, moi, c'est un geste politique que j'ai posé. C'est un geste citoyen. L'implication, puis évidemment, c'est le fun. Il y a du monde qui joigne, puis il y a une adhésion qui se fait. Mais c'est ça, tu sais, moi, je pense qu'il y a se présenter, mais je pense que, tu sais, il ne faut pas déléguer la politique juste aux gens qui se présentent. Non, la ça politique, prend, c'est la vie en communauté. Exactement, mais ça prend le premier geste de base, c'est aller voter. Moi, ça a toujours été quelque chose de fondamental pour moi. On est tellement chanceux de vivre dans un pays démocratique où on peut aller voter, et c'est le premier geste politique qu'on doit faire. On se doit d'aller voter. Mais la politique est de plus en plus dure envers ces gens qui s'impliquent. Les bénévoles, comme ceux qui sont vraiment sur la pancarte directement. Et pour ça, je les trouve incroyablement Parce qu'il y a des gens qui... courageux. Il y a des gens, tu sais, quand tu as un commentaire à faire, est-ce que ça fait avancer la discussion? Il y a des gens qui se posent peut-être pas nécessairement cette question-là. Voilà. Des gens qui sont très durs derrière leur clavier, exact. qui, en personne, tu sais... serait peut-être un peu plus mou, disons-le comme ça. Mais tu sais, Geneviève, elle a elle-même travaillé en politique. Bon, en fait, maintenant au niveau municipal, elle a été en politique provinciale. Elle sait, elle aussi, ce que c'est de travailler là-dedans. Vraiment, son message est parfait parce que oui, bravo, chapeau à ces hommes et ces femmes, quelle que soit leur allégeance. Mais toi, là, tu te présenteras-tu? J'y ai souvent pensé, mais non, je pense pas. Je pense que je ne serais pas capable de dealer avec tout ça, moi, justement. La critique, tout ça. J'aurais de la difficulté à ne pas aller voir les commentaires, mais il ne faudrait pas que j'aille les voir. Donc, non, je pense que ça ne serait pas un bon match. Oui, non, c'est ça. Ben, mais m'impliquer, j'ai adoré m'impliquer derrière. Ouais. J'ai adoré m'impliquer dans une campagne électorale. Ça venait chercher mes valeurs. C'était quelque chose d'intrinsèque en moi. Ça demande beaucoup de temps, par contre. Oui. Puis, il y a des différences dans les niveaux. Moi, je pense que c'est un peu moins dur au niveau municipal. Ça dépend où on est. Pas moins. Oui, il y a des... on a nos cas par ici aussi, mais ce que je veux dire, c'est pas moins dur au niveau de l'engagement. Non, mais la proximité fait que c'est... Oui et non. Tu sais, mettons, moi, je ferais pas ça, mais insulter François Legault sur les médias sociaux, je le verrai jamais. Ben non, c'est sûr. Insulter le maire que je croise à l'épicerie... C'est sûr. Par contre, il faudrait demander aux élus, tu sais, oui, quand ils vivent. on a vu des cas. Exactement. Puis des gens, c'est tellement de la proximité. Tu sais, il faudrait peut-être demander à Geneviève, elle habite à Nicolet, est-ce qu'il y a des gens qui se pointent chez elle le soir quand elle est en pyjama en train de regarder la télé, bien relax, là. Ça peut arriver. Là, quand les gens savent où tu habites et que tu es à côté, c'est facile. Je passe en voiture, je vais aller faire un tour, j'ai quelque chose à dire.
Je ne suis pas certaine que j'aurais de la facilité à vivre avec tout ça. Là. Parce que ça accapare. Au niveau municipal, c'est très accaparant. Municipal, il faut pratiquement sortir de la région, assurément, et peut-être même du pays, pour que ça devienne des vraies vacances. On n'est pas reconnu. Devenir anonyme. Exactement. Il y a Philippe Dumas aussi qui se présente. Lui, c'est pour le Parti québécois. Donc, il s'est engagé, entre autres, au niveau du financement d'un système d'autopartage de véhicules électriques. Fait que ça rejoint un petit peu indirectement notre question des gens qui font du voiturage. Transport collectif, financer les organismes. Encore là, on parlait de désert alimentaire. Il y a des endroits que c'est des déserts, en tout cas, de transport. Ah oui. Tu disais, t'as pas de... moi, je fais le choix de ne pas avoir de voiture. J'ai des rendez-vous médicaux à 30 km de chez nous. Je fais quoi? Exactement. Où je plus la capacité de conduire une auto. Plus la capacité, plus envie d'en avoir une, mais pas les moyens, Stéphane. Tu me ramènes dans mon communautaire. On n'a pas tout le monde qui a les moyens d'avoir un véhicule. Ça coûte cher. Ça coûte très cher avoir un véhicule. Le prix de l'essence, là, encore là, le rendez-vous, si tu habites à Saint-Wenceslas, ton rendez-vous médical ne sera pas là, donc tu vas devoir de toute façon payer de l'essence pour te rendre à ton rendez-vous. Moi, je vais te faire part d'une peur que j'ai à chaque mois. Une crainte qui m'assaille. Depuis que je suis travailleur autonome, je garde toutes mes factures d'essence. Oui. Parce que je fais ma comptabilité, que je remets un comptable qui a fait à la fin de l'année, mais je broche à chaque mois mes factures d'essence. C'est épeurant. C'est épeurant. C'est ça. Même... Ton travail t'amène à beaucoup être Oui, c'est aussi, ça. Là. Mais là, tu te ramasses avec des 1200, 1400 pièces d'essence par mois. Là. Ah oui, ça paraît. Je sais pas, je m'achète une guitare. Moi, j'ai le plaisir de jouer avec, mais là, de l'essence... c'est volatile, hein? Et puis là... Et, entre autres, Philippe Dumas, qui se présente Parti québécois, appuie aux résidences de personnes âgées pour l'achat de voitures d'autopartage. Ça pourrait être un beau projet, c'est intéressant, c'est sûr. Quand les aînés sont encore aptes à conduire, ça pourrait être intéressant. Parce que ça peut être une grosse charge financière d'avoir une voiture, mais si on la partage... Exactement. Puis c'est-tu des choses, je voyais ça, des genres de mise en commun de tondeuses? Oui. Parce qu'une tondeuse, si on pense à ça... On n'en a pas besoin tous les jours. Habituellement. Oui. En tout cas, pas que ça passe. Ou des gens qui ont des très grands terrains, ils commencent un bout, puis ils finissent, puis ils recommencent tout le temps. Mais moi, j'ai des amis qui font de l'autopartage avec des voisins, tout ça, qui ont une voiture en commun et qui se la partagent. Je trouve ça génial. En ville, c'est peut-être un peu plus facile qu'en campagne, mais il y a plein de belles initiatives pour le développement durable là-dedans. Mais as-tu l'impression parfois, tu sais, on voit des politiques, on voit des façons de faire, des manières de compter, de calculer. Moi, j'ai l'impression des fois qu'on est beaucoup à la merci des grands centres. Ben oui. Parce qu'on calcule, tu sais... Tu sais, exemple, mais il n'y a pas de monde qui reste là. Pourquoi il y a peu de gens qui offrent des services de santé là? Exactement. Mais tu sais, si on est dans un territoire qui produit de l'agriculture, on ne peut pas avoir des densités. C'est important que le monde mange. Puis ça se fait avec des grandes terres. Ben oui. On a des producteurs agricoles ici. Il ne peut pas avoir une densité urbaine que tu as à Montréal. À Montréal ou même à Trois-Rivières. Puis on fait manger Montréal puis Québec. Exactement. Puis on dirait que quand là, on ne correspond pas aux critères de nombre de population. Puis on est encore chanceux d'être au centre du Québec. On n'est pas si loin que ça. Là. Si on pense à des régions encore plus éloignées, la Gaspésie, tout ça, là, des fois, c'est plusieurs kilomètres pour avoir un service de proximité. Dans le coin ici, on en a besoin de plus près que ça. Là. Il n'y en a pas assez à mon sens, mais oui, je pense qu'on est un peu éclipsé par les grands centres. Oui, des fois, c'est ça. On a des mesures qui tiennent compte des densités de population, mais il faudrait qu'il y ait d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Moi, à une certaine époque, j'étais dans les écoles, je donnais de la formation sur la démocratie, puis j'avais eu des discussions, tu parles de Gaspésie, avec une animatrice de vie étudiante. Puis elle disait, à chaque année, je faisais diminuer mon nombre d'heures parce qu'il y avait moins d'élèves. Mais elle m'expliquait, organiser un bal de finissant, organiser une sortie scolaire, qui est 22 élèves dans l'autobus, qui n'est 35, c'est le même ouvrage. Oui, c'est le même temps de l'organiser. Tu sais ce que c'est d'organiser des activités. Une autre chose, j'y étais justement, M. Legault était à l'auberge Godefroy, c'était au
début du mois de septembre, si je me rappelle bien, est venu pour parler d'énergie verte. On voulait assurer le développement du Québec, augmenter l'énergie. Et évidemment, bon, on a parlé du parc industriel de Bécancour avec sa fameuse filière batterie. Et là, M. Martel aussi a fait différentes annonces, son collègue M. Fitzgibbon aussi. Fait que là, il va y avoir, si tout va bien, beaucoup d'emplois de créer dans le parc industriel de Bécancour. Oui. On parle de plusieurs milliers. C'est bien. C'est intéressant. Des beaux emplois. C'est des emplois bien rémunérés, c'est intéressant, oui. Mais là, vous allez dire, Isabelle Bombardier, ça change quoi dans sa vie, qu'il y ait du monde qui vienne s'installer, qui vienne travailler dans le parc industriel? C'est que ça va créer une pression au niveau du logement. Logement, exactement, oui. Parce que toi, ton organisme, vous aidez des gens à trouver des logements. Bien, des cas de détresse? Ah oui, on reçoit régulièrement des appels de gens qui sont sans logement ou qui vont se retrouver sans logement. Il y a eu quelques incendies à Nicolet dans les dernières années, des gens qui se retrouvaient à la rue, des grosses familles qui voulaient se reloger, qui voulaient rester à Nicolet. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Les gens veulent rester ici, mais ils ne trouvent pas de logement abordable. Fait que là, évidemment, le lien dit, ben là, tu vas travailler dans le parc industriel, dans la filière de batterie, tu vas gagner 85 000 par année, tu n'iras pas au Cap de Nicolette parce que tu ne cherches pas un logement. Mais le logement que tu vas occuper crée un effet domino qui se ramasse à la fin du domino, il se ramasse chez vous. Là. Exactement. Ça, c'est une demande que tu aurais, cet exemple, construction de logements sociaux. Mais oui, c'est urgent. C'est très urgent. Nicolet a perdu énormément de logements abordables. De grands logements abordables aussi. On voit beaucoup de petits 3,5, 2,5 qui se libèrent, parfois des 4,5. On a plus de familles nombreuses qu'on pense à Nicolet. Fait que, maman, papa, 4 enfants dans un 4,5, ça fait beaucoup de monde. Là. Ça commence à être serré. Puis là, quand on va aller dans le plus grand, parfois, il faut aller vers les petites maisons. Les maisons, on n'a pas les moyens de payer pour ça. Donc oui, c'est quelque chose qu'on voit chez nous. C'est quelque chose, à chaque année, il y a des gens qui nous appellent. À chaque année, j'ai pas de réponse pour eux, malheureusement. On ne connaît pas plus les endroits qu'il y a des logements disponibles que les gens, monsieur, madame, tout le monde qui se promènent dans la rue. Là. Puis nos belles entreprises, c'est qu'on sait bien, on a des entreprises en expansion, ils ont des contrats, ça va bien, puis là, ils font venir des travailleurs étrangers, puis c'est super. Oui, mais il faut que ça reste quelque part. Il y ait un logement, exactement. Fait que là, encore là, on est dans... faut qu'il se passe quelque chose. Parce que là, on va se ramasser en situation de... Bien, je pense que c'est partout au Québec. On est en situation de crise du logement. On est dans un moment où tout augmente. Les logements aussi, c'est assez incroyable de voir comment ça a pris de l'expansion depuis un an à Nicolet, le prix des logements, même pour des logements abordables, dits abordables à l'époque. Parce qu'il y en a, tu sais, exemple, moi, c'est à Nord-Aston, des super logements qui se construisent. Mais c'est quoi? C'est 1200 pièces par mois? Exactement. 1200 $ par mois. C'est beau, c'est beau, c'est neuf. C'est beau, mais 1200 pièces, c'est... Pour payer clair, il faut que tu l'aies gagné 2 fois brut. C'est pas chauffé, pas éclairé, pas rien. Là, donc, oui, parce qu'on compte ça, là, c'est comment donc je te prends un peu sur le fait. C'est comment le pourcentage qu'on devrait consacrer maximum? 30% de notre... Fait que là, 1200 pièces, ça veut dire il faudrait que je gagne 3600, 4000 clairs par mois. Oui. Comment c'est 1000 $ par semaine. Ça veut dire qu'il faut que je gagne 52 000 par année. Voilà. Puis il y a des gens qui gagnent, puis c'est bien correct. Oui, c'est correct. Mais c'est basique, là. T'as juste le logement. Mais il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas, là. Oui, mais si on pense, je reviens à mes aînés à 20 000 $ par année, je pense à des petites familles monoparentales, la maman travaille au salaire minimum, le fameux salaire minimum qui n'est pas très haut encore. Les gens à l'aide sociale, ça prend des logements pour loger ces gens-là. Il faut être là pour aider ces gens-là. À 1200 $ par mois, on ne peut pas y arriver. Là, une personne seule à l'aide sociale fait autour de 700 $ par mois. Les beaux logements, ils sont beaux, c'est beau, ils sont pas là, ils ne peuvent pas. C'est ça. Puis, je vais te poser une question bien franche. Tu parlais de salaire minimum. Je travaille au salaire minimum à Nicolet, j'y réside. Oui. Je travaille 35 heures par semaine, 40 heures. Oui. Est-ce que je suis capable de ne pas être pauvre? J'y arrive pas. Non. Fait que je vais être quasi obligé de solliciter de l'aide alimentaire. De plus en plus, on a des gens qui sont des travailleurs à temps plein qui viennent nous demander de l'aide de Noël.
Les rapports d'impôts, on les fait. On a la ressource aide alimentaire qui est l'organisme juste en face de chez nous qui accueille ces gens-là aussi pour faire des paniers hebdomadaires. C'est une réalité. C'était pas nécessairement vrai. Quand Ça, quelqu'un, on l'a vu. anciennement, on disait que quelqu'un travaille, il est supposé de se mettre un toit sur la tête, de se vêtir. Ouais. On l'a vu monter, là. Ça veut dire qu'il y a des gens. Ce que tu me dis, c'est qu'il y a des gens qui travaillent à temps plein au Québec, ici, à chez nous, qui sont pas capables d'arriver. Ah, plein. Ah, ouais. Ah oui. Puis on parle de salaire minimum, puis je suis pas certaine que même un peu plus cher que ça, on n'y arrive pas tant que ça, là. Tu sais, c'est pas juste 15 de l'heure, là, c'est 17. Tu sais, c'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. Puis ça pas en là, ce moment en plus, pas en plus avec tout ce qui a augmenté. Bien, l'essence, entre autres. Bien, l'essence, l'épicerie. Tu allais faire l'épicerie dernièrement, c'est impressionnant, hein? Je le fais. Pas mal à chaque semaine, c'est impressionnant. Ah non, mais tu sais, moi, je te dirais pas ton revenu, puis je te demanderai pas le tien, mais tu sais, on n'est pas dans la classe. Non. Pas dans, mais on va passer les comptes. Puis il y a des choses, moi, que je n'achète plus. Bien, moi aussi. La viande rouge, c'est rare que je n'achète. Je vois les spéciaux, chose que je faisais pas beaucoup. Ouais. Moi, c'est ça, il y a des choses que j'ai coupées, là. Je vais te faire une confidence. J'ai été pauvre dans la vie. C'est ce qui m'a emmené dans le milieu communautaire. Donc, dans ma vingtaine, j'ai eu beaucoup de difficultés financières. J'ai fait des épiceries où je calculais absolument tout ce que je mettais dans mon panier. 4 plus 2 plus 6 Puis là, j'arrivais, puis je faisais, ah oui, j'ai 21,50 dans mon compte. J'achète pour 21,40, je suis correct, ça va passer. Fait que j'ai connu ça, moi, dans ma vie. C'est ce qui m'a amené dans cette sensibilité puis dans cette ouverture-là. Quand j'ai commencé à avoir un travail mieux rémunéré, à pouvoir m'en sortir un peu, j'ai commencé à faire l'épicerie de « on ne regardera pas les prix, hein? On achète ce qu'on a envie, puis c'est correct parce que maintenant, je peux le faire. Ouais. » Là, on a recommencé à calculer un petit peu, hein, comment ça coûtait pour ce qu'on mettait dans le panier. Puis cette semaine, on va... Puis je suis encore extrêmement privilégiée. Oui. Extrêmement privilégiée, là. J'ai pas à me plaindre, je mange à ma faim. Oui. Mais moi aussi, j'ai chance, là. Moi, j'ai jamais eu à compter. J'ai sincèrement eu une pensée extrêmement troublante il n'y a pas longtemps en faisant mon épicerie parce que justement, je me rappelais ce moment-là et je me disais combien de gens en ce moment sont dans l'épicerie et font ça. Puis moralement, tu sais, on a parlé dans un autre épisode de COVID, tu sais, de l'aspect de la santé mentale. Tu sais, tu te dis, ça affecte, là. Oui. Tu sais, aller payer l'épicerie, là, puis t'arrives, tu t'es fait une feuille, puis là, t'es nerveux à savoir, j'ai-tu bien compté? Quand t'arrives, des fois, à la caisse, il faut que tu retires des choses. C'est assez... C'est extrêmement On peut-tu employer le terme humiliant? Ah, c'est humiliant, puis ça gruge, c'est stressant, c'est difficile. Puis est-ce qu'il va y avoir assez de nourriture sur la table juste pour se rendre jusqu'à la fin de la semaine? Ça aussi, c'est difficile. Puis là, je présume, une chance qu'il y a des organismes comme la Ressource alimentaire qui aident les gens. Nous, on essaie de les aider à Noël. On essaie de travailler avec la ressource pour ramasser des denrées dans le temps des fêtes pour qu'il y ait un peu plus de denrées dans la banque alimentaire. C'est important d'aider ces organismes-là. Je fais du pouce là-dessus pour notre campagne de Noël qui s'en vient avec Parraine ta famille, nous, avec le Noël du pauvre cette année. Explique-nous, Parraine ta famille, c'est quoi? Je peux adopter? J'aime pas ça. Non. Non? Ah, parce que là, il y a comme une oui. dépendance. Parce qu'il y a une dignité à conserver là-dedans. Oui. Parraine ta famille, c'est pas dans le sens de adopter une famille, pas du tout. C'est vraiment dans le sens de j'ai envie d'aider. Il y a beaucoup de gens qui, à Noël, pensent qu'il faut... je veux aider une famille, mais je veux savoir qui j'aide. Nous, on n'est pas là-dedans. On choisit nos pauvres. On n'est pas là-dedans dans le milieu communautaire. C'est pas beau ce que je viens de dire là, mais il y a des bons pauvres puis il y a des pas bons pauvres. Mais il y a des gens qui ont des préjugés. Parfois, les gens pensent ça, ce qui n'est pas le cas du tout. Puis chez nous, on a décidé de faire en sorte que les gens, puissent aider des familles de façon anonyme, bien sûr. Donc, de là, le thème « Parraine ta famille », c'est vraiment « aide ton prochain », tout simplement. Ça peut être ton voisin, ça peut être ta collègue, puis tu ne le sais pas. Ta collègue peut venir nous demander de l'aide, puis tu ne le sais pas. Moi, il y a un proverbe que j'aime bien. Si mon souvenir est bon, c'est un proverbe hébreu. Okay. Donc, c'est les Juifs qui avaient ce proverbe-là qui disait « La véritable générosité, c'est de donner et de le dire à personne. » Ah, wow! Mais c'est ça, exactement. C'est de donner de façon désintéressée. Oui, exactement. Et cette année, on a peur pour cette campagne-là parce que tout augmente partout. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui nous faisait des dons, est-ce qu'ils vont être encore capables cette année de nous donner?
Ça commence à nous habiter, là. Parce que c'est pas nécessairement, on n'a pas des grands... Ben, j'espère, je souhaite que tu en aies, des gens qui vont dire, moi, je donne 10 000 On a beaucoup de donataires. De 20, de 50 50. Okay. Chez nous, parrainer une famille, c'est 100 parrainer un enfant, c'est 25. On a beaucoup de gens qui donnent des 100 ça veut dire, mais que là, avec la situation-là, ça m'a coûté 50 de plus cette semaine, tanker mon char. Exactement. Ça se peut que ce soit 50 que je donne au lieu de 100. Mais nous, on aide plus de 300 personnes avec cet argent-là. Ben, en tout cas, je te dis pour ça, là, ma chère, là, si tu veux qu'on sollicite le monde avec la télé communautaire, ça va me faire plaisir. On va être signe dès notre lancement de campagne. Fait que c'est ça ça, va s'en venir, là, prochain jour. Ouais. Prochain jour, prochaine semaine. Bien, Colin, c'était bien intéressant de t'entendre de commenter l'actualité, Isabelle. Je pense qu'on a posé des messages. C'est à ça que ça sert une télévision communautaire. Regarde, moi, je suis toujours bonne pour ça. J'aime ça passer des messages. Ben oui, on Merci peut. de l'invitation. Puis en espérant que ça va être entendu. Parce que moi, ce que je trouve intéressant dans ton point de vue, c'est qu'il est appuyé par... L'actualité régionale. C'est pas, je l'ai appris à l'université, il disait ça, non. là, toi tu le vis, puis il y a du monde qui ont été au CAB aujourd'hui qui vivaient ce que tu dénonçais. Là. Exactement. Donc, ça, puis il y a plus de gens qu'on pense. Ouais. Portez attention aux gens autour de vous. J'ai un autre message, portez attention aux gens autour de vous parce que ça peut être votre voisin qui a besoin d'aide. Ouais. Parce que moi, j'ai même déjà entendu dire, puis je vais conclure là-dessus, des gens des très grosses maisons. Mais rien dans la maison. Ouais. On l'a vu. Ouais. Bien, merci, ma chère. Ça fait plaisir, Stéphane. hitched a ride on a riverboat queen. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river.
shows you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet.